Bon, je reste avec vous, Sylvie Matera, pour parler du Brexit. Allez, ce sera le dernier sujet de cette émission. On va bientôt fêter les 5 ans du départ effectif de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Et la BCE vient de publier un rapport qui fait un peu le bilan de l'impact du Brexit sur le secteur financier britannique. Il dit quoi, ce rapport, Sylvie ? C'était pas une bonne nouvelle pour l'économie anglaise, mais en gros, c'est moins pire que ce qu'on aurait pu croire. Ouais. Voilà. Donc, bonne synthèse. Bon. Mais alors, ce qui est vrai, c'est que quand même en Europe, on a une grande qualité, c'est qu'on passe notre temps à se tirer des balles dans le pied, parce que franchement, le Brexit, c'était une mauvaise solution pour tout le monde, pour les Anglais, pour l'Europe. Je ne vais pas revenir sur le débat qu'on a eu en ouverture d'émission sur le fait qu'on passe aussi notre temps à se tirer des balles dans le pied. Mais enfin, c'est pas l'Europe qui a décidé du départ de la Grande-Bretagne. Non, tout à fait. Alors, mais maintenant, je pense qu'on aurait pu en tirer plus d'avantages. Et en fait, on aurait dû en profiter pour essayer d'avoir une zone d'attractivité importante en matière financière. On a essayé, on a appelé tous les banquiers londoniens à venir s'installer à Paris. Mais on n'a pas réussi à se mettre d'accord, par exemple, entre, si je prends juste l'exemple financier de la bourse. Oui. En fait, il y a eu tout un débat entre Francfort, Paris, Amsterdam, pour savoir qui allait tirer les bénéfices de les marrons du feu. La plus grande bourse européenne, finalement, allait être en dehors de l'Europe. Oui. Donc c'est un peu bête, on aurait dû essayer de se mettre d'accord pour essayer d'en tirer tous un avantage. Alors la France, au départ, ça a bien marché. On a créé notamment un appel d'air avec tout un régime d'impatriation pour faire en sorte d'accueillir notamment les banquiers qui partaient de la City. Je pense que ça a bien marché. Maintenant, ça marche un peu moins. Et tous les gens qui avaient fait des projets d'investissement considérables, je pense qu'ils restent, mais ils doivent se demander si le choix devait être fait aujourd'hui, ils le feront encore. Oui. En termes financiers de bourse, je pense qu'on a tous un peu tiré avantage, mais donc Amsterdam se débrouille pas mal, Francfort sur certains autres produits. Donc en fait, ça a été bénéfique pour l'Europe. Je pense que l'Europe hors Angleterre. Oui. Mais je pense qu'on aurait pu en tirer davantage de bénéfices financiers. Maintenant, la City, effectivement, a perdu pas mal d'emplois. 15 000. Anticipé. 15 000, on prévoyait 75 000 destructions d'emplois à la City. 15 000, c'est Londres. C'est la City. Oui, mais si on regarde le secteur financier au Royaume-Uni, il a gagné des emplois depuis le Brexit. Ah oui. Si on ajoute l'Écosse et les Pays de Galles, globalement, il y a des gains d'emploi pour le secteur. C'est la City, donc c'est les banquiers d'affaires. C'est les banquiers d'affaires, effectivement. Patrick Artus, quel bilan vous tirez de 5 ans de Brexit ? Bon, d'abord, c'était ex post, les Anglais. C'est pas la finance qui a perdu le plus. À nouveau, l'emploi dans le secteur financier n'a pas baissé au Royaume-Uni. Il est stabilisé. La plus grosse perte pour le Royaume-Uni, c'est le départ des Européens qui travaillaient au Royaume-Uni. Oui. Et donc la substitution d'une main-d'œuvre assez peu qualifiée d'Indiens sont parfois qualifiés, mais enfin parfois de Pakistanais, etc. Oui. Et le départ des gens des nationaux des pays de l'UE, ce qui crée d'énormes problèmes dans des secteurs assez peu qualifiés comme la restauration, mais dans la santé, par exemple dans les hôpitaux, etc. Oui. Et alors, quand on regarde le taux de croissance du Royaume-Uni, il souffre quand même. Il y a une marche. Enfin, ils perdent un Sa résilience avait surprise quand même à l'époque. On s'attendait à un effondrement. C'est pas vraiment ce qu'on. Non, mais ils perdent un gros point de croissance. Ils perdent du dynamisme économique, mais c'est surtout de l'économie réelle. Et c'est surtout les problèmes du marché du travail qui causent ce problème d'économie réelle. La finance anglaise, et puis on a vu des années de creux. Enfin, effectivement, comme Sylvie disait, on a eu des années les banques délocalisaient. Bah oui, on a eu des grands mouvements quand même qu'on célébrait en tout cas à Paris. Et puis il en reste peu parce que l'emploi de secteur financier au Royaume-Uni, il regonfle. Ce qui reste, effectivement, c'est un déplacement du trading des actions. Oui. Et qui est allé de Londres vers Amsterdam, pas vers les autres places européennes, c'est Amsterdam le seul gagnant. Et puis, il y a quelques équipes de banquiers d'investissement, etc. Enfin, ça n'a pas été massif dans la finance. C'est beaucoup plus gros l'effet de la baisse très forte des nationaux de l'UE qui travaillent au Royaume-Uni. Ça, c'est le gros effet sur les. Donc, le gros effet, c'est sur l'emploi et le niveau de qualification. Sur les investissements directs étrangers, Olivier Redoulès, est-ce que le Brexit a pénalisé la Grande-Bretagne ?
Je saurais pas le dire. J'ai pas de chiffres sur ça. Il me semble que le vrai sujet du Brexit, au fond, c'est plutôt pour nous, en fait. C'est qu'est-ce qu'on en a fait collectivement. C'est-à-dire, on avait... on souffrait, entre guillemets, tout en bénéficiant de cette place financière qui était extra-continentale et qui est devenue extra-européenne. On aurait pu se dire qu'on allait qu'on allait la mettre quelque part en Europe. C'était l'ambition au début. Paris a beaucoup bataillé. Que ça s'est pas vraiment fait. On n'a toujours pas vraiment de marché de capital unifié en Europe. C'est d'ailleurs un des points que souligne le rapport Draghi. Absolument. En France, on n'a pas vraiment... Alors, on a fait beaucoup d'efforts. On a fait un peu feu de paille. On a eu pas mal d'annonces, etc. Mais on n'a pas réussi à faire de Paris une nouvelle Londres. Et ça, c'est pas forcément étonnant du fait de l'incertitude un petit peu structurelle de la politique française, en fait, même s'il y a eu des régimes un peu spécifiques. Oui. Je pense que les gens ne se projettent pas dans une dynamique d'investissement de très long terme en France, en plus qu'on voit les niveaux de salaire qui sont pratiqués. On sait qu'on a un coût du travail qualifié, très qualifié en France, qui est extrêmement élevé, et donc il fait qu'on n'est pas forcément très compétitif pour ce type d'emploi. Oui, mais dans les autres pays européens, c'est à peu près pareil. Vous prenez l'Allemagne, c'est à peu près pareil. Il y a un forfait social en Allemagne qui fait que sur les très hauts salaires, c'est vrai qu'il y a des arbitrages parfois favorables à l'Allemagne. De 7 500 € de salaire, après, c'est déplafonné. Enfin, c'est plafonné. En France, nous, on monte jusqu'à des niveaux très élevés. La part des prélèvements sur le travail, sur des hauts salaires, elle est très élevée en France. Ça, c'est un choix qu'on a fait, où on finance notre modèle social par le travail qualifié, mais de fait, quand il s'agit d'attirer des travailleurs qualifiés, alors qu'il s'agisse de l'IA comme de la finance, ça nous pénalise un peu, parce que quand au moins, entre ce que le salarié voit dans sa fiche de paie, le coût employeur et ce qu'il reçoit en net, le gap est juste énorme, et ce gap, il est d'autant plus important qu'on monte d'échelle des salaires jusqu'à des niveaux élevés. Donc, le vrai sujet, c'est qu'effectivement, on n'en a pas forcément bénéficié sur le plan même démocratique. On pensait que le Brexit, grosso modo, ça allait servir de leçon, entre guillemets, aux mouvements populistes. Est-ce qu'on a vu une baisse des mouvements populistes en Europe ? C'est pas évident. C'est pas sûr. Je dirais presque que c'est plus... On parle de moins en moins du Frexit, quand même, qui était un peu en vogue à un moment. On a deux partis qui sont pas très loin d'avoir des projets qui demanderaient pour être mis en place un Frexit. C'est eux qu'on voit à la prochaine présidentielle. Donc du coup, ça pose quand même tout un tas de questions sur la stratégie qui a été, le traitement qui a été fait de l'UE de manière générale, du Brexit, qui était une opportunité à la fois de vraiment unifier le marché des capitaux européens, et aussi d'avoir une meilleure cohésion de l'Europe de manière générale. Alors, il y a eu un petit moment de cohésion au moment du Covid, mais ce moment de cohésion, en fait, c'est complètement délité. On ne sait pas trop ce qui se passe à Bruxelles. Mario Draghi, en septembre, il se posait la question de qu'est-ce que devenait son rapport. On se pose tous la question, on la pose régulièrement dans les experts, effectivement. Patrick Artus, vous étiez... Il y a des travaux assez convaincants qui montrent que le vrai problème de l'Europe continentale et de la France, c'est la protection de l'emploi. Oui. Et vous n'installez pas des gens d'une banque d'investissement dans un pays où il y a une protection très forte de l'emploi, parce que c'est que le problème est trop de protection de l'emploi, pour lever toute ambiguïté. Et alors, corrélativement, pas assez de protection des compétences des personnes. Et alors, par exemple, les pays nordiques européens ont abandonné la protection de l'emploi pour la protection des compétences des personnes, etc. Et la France, par exemple, et c'est un blocage énorme, par exemple, au niveau de la création de start-up. Le coût d'un licenciement dans un start-up, et les start-up ne savent pas au départ si elles vont réussir ou pas, est absolument colossal, alors que ce coût est à peu près nul quand on va créer une start-up au Royaume-Uni ou au Danemark, par exemple. Et donc, je pense que le blocage syndical, c'est quand même monstrueux, parce que si on compare la France au Danemark, on voit qu'on aurait tout avantage, y compris pour les salariés, pour la mobilité, pour l'obtention d'emplois mieux qualifiés, à passer de la protection de l'emploi à la protection des personnes. Et il y a un blocage complet, des années qu'on en parle. Un blocage complet syndical, et la protection de l'emploi, c'est absolument, ça rend absolument impossible le transfert de beaucoup de jobs dans la finance ou de création de start-up qui réussissent. Donc je pense que la protection de l'emploi joue un rôle très négatif. Tu fais allusion au papier d'Olivier Coste et Yann le papier d'Olivier
Coste est extrêmement convaincant. Qui disait donc on protège trop l'emploi et pas assez les personnes. Sont très forts pour les emplois très qualifiés. C'est-à-dire, par exemple, nous, notre allocation chômage, notre protection de l'emploi, elle est généreuse. C'est l'une des plus généreuses d'Europe, absolument. Elle est assez généreuse et surtout, elle s'étend sur des échelles de salaire très élevées. On va jusqu'à 4 passes, à peu près 15 000 € par mois. Et de fait, en fait, cette protection de l'emploi, elle peut être, on parlait tout à l'heure des gens qui vont être touchés par l'IA ou autre, des emplois intermédiaires, elle peut être, totalement justifiée. Mais quand on parle de super cadres, soit de l'IA, soit de la banque, qui n'auront pas forcément de mal à retrouver un emploi, est-ce que c'est justifié de leur promettre pendant tant de mois un tel niveau de rémunération au fond des deniers publics? Ça pose tout un tas de questions. Ça pose des questions en termes de gestion de la finance publique et de la finance sociale, mais aussi du fait que pour l'employeur, c'est un coût élevé, ça lui demande de prendre tout un tas d'engagements, ça constitue un risque juridique. Et quand effectivement qu'on veut investir soit dans un nouveau site ou qu'on crée une start-up, ça peut être un facteur limitant ou en tout cas un facteur pour aller regarder ailleurs. Oui, c'est tout à fait vrai. Et c'est d'autant plus bête, c'est que ces gens-là ne sont pas demandeurs de cette protection-là. Mais c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'ils restent au chômage, ces gens-là? Non, ils ne sont pas demandeurs de ça. Ils préféreraient avoir plus de flexibilité parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a une protection à l'emploi et que quand ils sont licenciés, ils ont des protections. Mais en fait, il y a aussi une barrière à l'augmentation des bonus, par exemple. Et on voit très bien que le Royaume-Uni a récemment passé une loi pour abandonner le cap qu'on fixe en Europe sur les bonus. Donc en fait, ces gens-là, ils préféraient ne pas avoir de cap sur leurs bonus et ne pas avoir de protection s'ils s'en vont. Donc c'est un peu bête. On leur met une protection dont ils n'ont pas besoin et dont ils ne veulent pas et qui en même temps freine les employeurs dans leur recrutement. Et ça fait partie des nombreuses mises à jour qu'il faudrait peut-être sur notre modèle social pour l'adapter au nouveau siècle, voire D'ailleurs, il y a beaucoup millénaire. d'entreprises financières qui avaient demandé justement de pouvoir licencier des hauts cadres sans être obligés de leur payer ces rémunérations en cas de chômage. Merci à tous les trois.